Allez, allez, plus vite! Que ça puisse générer le pire, le travail, c'est vrai, que ça puisse générer le meilleur, c'est vrai. Il n'empêche que pas de travail, c'est pire que tout. Mais pour ça, il faut comprendre comment ça marche. Donc il faut que les gens qu'on outille les gens pour penser le travail. Donc ça suppose aussi que les journalistes, les médias, les scientifiques en premier, pensent le travail, ce qu'ils ont totalement bradé. Donc c'est assez grave. Pourquoi j'insiste sur cet aspect-là? Parce que le processus dans lequel nous sommes pris aujourd'hui, évidemment, on a tendance à nous le décrire. À nous le décrire. Qui nous le décrit? Bien entendu, le personnel politique. Enfin, le personnel politique, ça fait longtemps qu'ils sont devenus des gestionnaires et qui ne pensent pas beaucoup. Donc, la formation vraiment intellectuelle est assez faible quand même, et le temps qu'ils consacrent véritablement à la discussion politique est très faible. Ce sont des gestionnaires qui pensent plutôt en termes de plus en plus pragmatiques, de plus en plus simplifiés et schématiques, comme si c'était comme ça qu'il fallait faire, et en termes d'opinion publique, de mesures aussi. C'est constamment la mesure quantitative et objective du nombre de voix ou du nombre d'opinions, qui n'a rien à voir, enfin, ou très peu à voir quand même avec les questions politiques. Donc c'est pas tellement, moi je les accuse pas tellement, ils sont peu formés et on ne peut pas dire que la vie politique les arrange beaucoup de ce côté-là. En revanche, là où il y a une responsabilité majeure, c'est du côté des scientifiques. Je ne parle pas seulement d'intellectuels, je parle des scientifiques. C'est assez grave que les scientifiques méconnaissent la question du travail. Et que même la plupart des champions de la vie intellectuelle, de la vie scientifique française, considèrent que le travail est une affaire réglée. Je pense que ça, c'est assez grave. C'est-à-dire, là, il y a un vrai problème qui a à faire directement avec le défaut de pensée du travail dans l'ensemble de la cité, dont sont quand même en premier responsables les scientifiques eux-mêmes. Car s'il y a bien des gens qui ont une possibilité de mener un travail critique, c'est bien les scientifiques. C'est leur métier quand même, c'est notre métier. Et bon. Alors, pourquoi c'est tellement important? Parce que nous agissons quand même, pas toujours et pas exclusivement, mais pour une bonne part, nous agissons en fonction de la façon dont nous pensons. Autrement dit, ce que l'on essaie de nous faire croire, et notamment les scientifiques, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un processus. C'est ce qu'on appelle la raison fonctionnaliste, ou quelque chose qui est comme le système. C'est une espèce de logique endogène qui se déploie. C'est comme ça, mais ça ne peut pas être autrement. C'est le développement du monde. C'est le destin. La causalité du destin. C'est faux. Là commence le travail du scientifique, et c'est là que la défection des scientifiques est catastrophique. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du travail, ce qui est donc comme plaque tournante à partir duquel se transforment les rapports sociaux, c'est fondamentalement quelque chose qui repose sur la volonté des hommes, et non pas du tout sur un processus ou sur un système. Le marché n'est pas responsable de ça. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut l'expliquer? C'est assez facile, c'est très facile à démontrer. Si nous étions tous pris dans un système de contraintes contre lequel nous ne pouvons rien, qui s'abat sur nous, et que nous sommes donc obligés d'obéir à des choses que nous désapprouvons, mais nous ne pouvons pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement, on ne peut qu'obéir. Si c'était vrai, ça fait longtemps que le système serait tombé en panne, puisque nous savons très bien qu'aucun système, aucune organisation du travail, aucune entreprise, aucune institution, aucune administration, aucune armée ne fonctionne si les gens obéissent. Donc c'est pas vrai. Et je prétends personnellement que ceux qui tiennent ce point de vue, que nous sommes pris dans des logiques qui nous dépassent et que c'est le système, sont aujourd'hui des menteurs. Pourquoi je dis qu'ils sont des menteurs? Parce que c'est démontré scientifiquement que ça n'est pas vrai. Le système fonctionne. Les nouvelles formes d'organisation du travail, comme l'évaluation individuelle des performances, qui créent ces destructions, ce n'est pas le système. Pour faire marcher ces évaluations, il faut des gens qui fassent des évaluations. Il faut des gens qui acceptent de se faire évaluer.
2. Et en plus, ce que j'ai essayé de montrer tout à l'heure dans la discussion, c'est que ce n'est pas seulement des gens qui consentent et qui obéissent à le faire. Pour qu'une évaluation marche, il en faut du zèle. Moi, je suis patron de mon service. Quand il faut que j'évalue les gens, vous croyez que ça va se passer comme ça et qu'ils vont accepter que je les évalue? Mais ils protestent. Ils protestent. S'ils protestent, pour que je fasse passer la pilule, il va falloir que j'ai un certain talent de rhétorique, de mensonge, de tricherie. C'est-à-dire que finalement, je mens. Et il faut que j'y mette du zèle pour mentir pour que ça passe. Et que je puisse encore continuer l'année prochaine et que je ne sois pas viré de mon poste et que je ne perde pas mon autorité. Donc, les gens évaluent, utilisent des audits, utilisent des consultants. Tous ces consultants sont extrêmement zélés. Tous ces gens qui font des audits sont extrêmement zélés. Tous ces patrons, tous ces managers, tous ces gestionnaires qui font des évaluations, qui fixent, sont très zélés, sinon ça ne marcherait pas. Et ils en mettent de l'intelligence et de la volonté et des heures de travail et des heures d'insomnie pour que ça marche. Alors c'est évidemment catastrophique du point de vue politique de dire des choses comme ça, puisqu'on est en train de dénoncer évidemment le fait que le système ne marche pas tout seul et qu'il repose sur le zèle à faire des choses que pourtant il réprouve, parce que 5 minutes après je les prends et je leur dis mais enfin, est-ce que... Ah non, ce sera affreux, mais ils le font quand même. Le système repose sur la libre volonté et l'engagement zélé, c'est-à-dire pas seulement l'intelligence, mais la mobilisation de l'intelligence pour que ça marche. C'est évidemment, d'un certain point de vue, tragique sur ce que ça nous apprend de nous, et sur le regard, y compris sur moi. Je ne fais pas que dénoncer les autres. Moi, je suis dans le système. Je ne suis pas professeur d'université pour rien, ou d'enseignement supérieur pour rien, et on participe d'une certaine manière. Moi aussi, je me fais évaluer. Je fais évaluer mon laboratoire, et j'évalue à mon tour, quand c'est mon tour, les autres laboratoires, même si ça me déplaît. Je le fais quand même. Donc, c'est pas seulement les autres. Mais c'est en même temps une chance, et je crois qu'il ne faut pas mollir sur cette analyse, aussi cruelle soit-elle. Parce que si c'est de notre faute, ce système, tel qu'il se déploie, alors ça dépend de nous qu'il en soit autrement. Et il faut accepter une certaine cruauté dans la critique, parce que c'est la condition pour évidemment pouvoir se réapproprier notre capacité de faire qu'il en soit autrement. Et ça, c'est très important. Si le système se déploie comme ça, c'est parce que nous en sommes responsables, c'est-à-dire que nous le voulons comme ça. Le jour où nous ne le voulons plus, il ne marche pas comme ça. L'évaluation individualisée des performances marche tant que nous le voudrons. La plupart des gens que je rencontre autour de moi, en particulier scientifiques, pensent que l'évaluation est juste. Ce qui est quand même invraisemblable. Comme ils pensent, en même temps, un peu que c'est faux, et que c'est pas bien, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, par exemple? Le mouvement des chercheurs réclame une évaluation meilleure que celle qu'ils ont de leur laboratoire et de leurs compétences. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? Qu'au lieu d'avoir les évaluations qu'on a aujourd'hui au CNRS ou qu'on a aujourd'hui à l'INSERM, il faut maintenant internationaliser l'évaluation. Donc, la bêtise des Français ne suffit pas, ajoutons la bêtise des Américains, celle des Anglais, comme ça, ce sera encore mieux. Mais comme le concept d'évaluation du travail est faux, quand même, il y a quelque chose là, il n'a pas de fondement scientifique. Car aujourd'hui, je peux vous démontrer, évidemment, avec tout ce qu'on a dit, c'est assez facile, que l'évaluation n'est pas une évaluation du travail. Au mieux, dans le meilleur des cas, et encore c'est vraiment le meilleur, parce que c'est loin d'être toujours possible, ce que nous pouvons évaluer, c'est les résultats du travail. Mais le résultat du travail n'a rien à voir avec le travail. Il n'y a pas de proportionnalité du tout entre le travail et le résultat du travail. Et le chercheur le sait mieux que n'importe qui. Car le bon chercheur, c'est celui qui va travailler pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Il ne lâchera pas son idée. L'obstination devant l'échec et la résistance du rêve. Et pendant tout ce temps-là, il n'y a rien il n'y a pas de publication. Et en plus, il se fait brocarder par ses collègues. Et il continue. Est courageux celui qui continue. Et à la fin, il réussit. Donc là, il va avoir le résultat. Mais pendant 3 ans, il n'y a pas de publication. Le résultat est désastreux. Qui va... Donc, tout le monde fait cette expérience quand on fait de la recherche. Et travailler, c'est échouer. C'est celui qui va se colter avec l'échec le temps qu'il faudra pour qu'à la fin, il trouve la solution. Donc, il n'y a pas mieux placé que le chercheur pour savoir que l'évaluation quantitative et objective, ne portant que sur la part visible du travail, c'est-à-dire le résultat, n'évalue certainement pas le travail lui-même, qui est fondamentalement invisible, justement. Par exemple, c'est l'échec.
Alors l'échec, bon, si c'est mes rêves, alors je vois pas bien comment je vais les compter, comment je vais les comptabiliser. Donc je ne peux pas, nous ne pouvons pas. L'évaluation du travail est un contresens, au sens de l'évaluation quantitative et objective. Une évaluation du travail est possible, mais selon de toutes autres formes qui passent non plus par une mesure, mais par un jugement. Alors évidemment, quand je suis chercheur, je peux me rendre compte que l'autre qui continue avec son obstination, à force qu'il m'explique pourquoi il y croit, me dit que peut-être il a raison. Voilà. Alors on va lui laisser sa chance, encore pendant 1 an ou 2 ans. Mais ça, c'est un travail de jugement, de pair à pair. C'est pas du tout une évaluation quantitative, puisque l'évaluation quantitative, c'est 0. Donc ça n'a aucun intérêt. Et en plus, c'est faux. Bon. Donc le chercheur, plus que les autres, a une responsabilité dans le fait de reconnaître la centralité du travail dans la production scientifique. Ils ne le reconnaissent pas. Nous sommes dans le déni du travail. Donc la première bataille d'idées, évidemment, elle porte sur cette question de la connaissance, et notamment des sciences du travail. C'est de donner aux sciences du travail la dignité qui leur revient en raison de la centralité même du travail, pour l'identité, pour les rapports entre les hommes et les femmes, pour la société, pour la cité, pour le politique, et enfin, la centralité épistémologique du travail. Now